Ce soir à l'émission, l'UPA Outaouais-Laurentides portera 17 résolutions au Congrès national. C'est un peu frustrant de voir que le gouvernement, faut toujours les sensibiliser. Et la Maison des jeunes des Basses-Laurentides chante pour la santé mentale. Bien, il y a David Laflèche qui est venu nous rencontrer et est intéressé de travailler avec nous autres sur un projet. En entrevue, je reçois le nouveau maire d'Oka, Patrick Hardy. On va prendre les bonnes actions selon les recommandations des professionnels en ressources humaines. Je m'entretiens également avec Stéphanie Corneau à propos de la 42e édition de l'opération Nez Rouge. Ça va super bien. L'application mobile a changé notre façon de procéder. Enfin, Dorana Aguirre-Bissonnette nous parle de la veillée d'antan à l'Hurlu. C'est une comédie musicale du temps des fêtes qui met de l'avant deux familles. Bienvenue à Accès local. Mardi 25 novembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Clara, la semaine prochaine, ce sera le congrès annuel de l'Union des producteurs agricoles du Québec. Vous avez discuté avec Stéphane Allary, qui est président de la branche locale de l'UPA, à propos des demandes régionales qui allaient être portées jusqu'à ce congrès-là. Oui, tout à fait, Claude, parce que le mois dernier, l'UPA Outaouais-Laurentides tenait son assemblée générale annuelle qui a rassemblé 85 producteurs agricoles. 17 résolutions ont été proposées pour les différentes instances décisionnelles. Alors, quelles seront les demandes des producteurs? Je vous en résume quelques-unes. Déjà, l'UPA considère que les investissements gouvernementaux en matière d'agriculture sont trop faibles. Il y a un exemple d'autres pays dans le monde où 2 % du budget est consacré à l'agriculture, alors qu'au niveau des budgets fédéral et provincial, ici, ça ne dépasserait pas 1 % des dépenses du gouvernement. On écoute à ce sujet M. Allary. Lors du COVID, on nous a dit « Vous êtes bien important, puis on veut vous soutenir », mais on dirait qu'après qu'on sort, on nous oublie vite. On oublie vite que l'agriculture a pas cessé. Elle a jamais arrêté parce que tout le monde a quand même été capable de manger. Fait que c'est un peu frustrant de voir que le gouvernement, faut toujours les sensibiliser. Alors, plus de financement, un meilleur soutien aussi pour la relève, on l'entend souvent, mais ce ne sont pas seulement des demandes financières. L'UPA Outaouais-Laurentides demande aussi un allègement du travail administratif qui alourdit et ralentit le travail des producteurs. Et il y a la fameuse question des terres en friche qui a aussi été avancée par le regroupement. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, eh bien, les terres en friche sont des terres agricoles abandonnées ou inutilisées. Ce sont les municipalités et les MRC qui entretiennent et encadrent la réglementation de ces terrains. Ce que l'UPA demande, c'est une taxe sur ces terres pour encourager leur remise en culture. Selon les producteurs, la terre doit nourrir la population et pas rester inutilisée. La question des abattoirs régionaux aussi a été mise sur la table. Ce que l'UPA souhaite, c'est une plus libre circulation de la viande entre les provinces pour améliorer la compétitivité des abattoirs régionaux. Sur ce point-là, aussi arrive la question de la main-d'œuvre spécialisée et des travailleurs étrangers temporaires. Les différents paliers de gouvernement ont diminué les seuils d'immigration dans la dernière année dans les entreprises de transformation alimentaire à la ferme. Selon M. Allary, ces décisions sont incohérentes. Le MAPAC ou le gouvernement disent la politique bioalimentaire, on veut que les gens mangent plus local, on veut que les... Mais assurez-vous qu'on est capable d'avoir la main-d'œuvre pour être capable de produire les produits puis fournir les consommateurs. On dirait que ça n'a pas de cohérence, là. Et la taxe carbone est encore au cœur des préoccupations. Tout à fait. L'UPA demande un remboursement des sommes perçues depuis l'entrée en vigueur de cette taxe, ce qui représente environ 482 millions de dollars, et l'abolition complète de ces mesures puisqu'elle nuit à la compétitivité du secteur agricole sur l'échiquier mondial. Ce qui est dénoncé, c'est que les agriculteurs québécois aient à payer pour les distributeurs de carburant et de combustible, alors que dans les autres provinces, ils en sont exemptés. Parallèlement à ça, les producteurs déplorent le manque de soutien et de financement pour adapter leur culture et leur production au changement climatique. Cette année encore, les aléas de la météo ont touché les cultures. On peut écouter encore une fois M. Allary. Il y a eu des coups d'eau aussi qui ont endommagé la germination dans les cultures. Puis ensuite de ça, c'est ça. On a eu la sécheresse qui a fait en sorte que les fruits des plantes étaient moins bons, dans le sens que dans le grain, dans le maïs, dans le soya, des moins bons résultats. Là, tu vois, l'hiver est arrivé tout d'un coup. Fait que, il y a des choux qui ont resté dans le champ, il y a des produits là, qui ont resté agricoles dans le champ.
Voilà, Claude. Donc, reste à voir quelles résolutions seront travaillées puis adoptées au Congrès provincial la semaine prochaine. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question d'un projet touchant la santé mentale à la Maison des jeunes des Basses-Laurentides. À plus tard, Claude. La Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a remis 27 bourses d'études totalisant près de 197 000 $ à des étudiantes et des étudiants en sciences infirmières de partout au Québec. Parmi les récipiendaires figurent 2 infirmières de la région Laurentide-Lanaudière, soit Florence Vaillancourt et Inès Hadid, célébrées pour leur engagement, leur implication, de même que les valeurs de collaboration et d'entraide qu'elles incarnent aux yeux de la Fondation. Prestige Panel Solutions, une entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de panneaux préfabriqués isolants destinés au secteur résidentiel, commercial et industriel, a inauguré sa nouvelle usine à Saint-Lin-Laurentide le 19 novembre dernier. Cette inauguration représente un investissement de plus de 20 millions de dollars dans l'avenir de la construction. L'élément central de cette nouvelle installation demeure l'intégration d'une machinerie conçue sur mesure, un bond technologique qui permettra d'augmenter ses capacités de production. La population d'Oka a opté pour le changement lors des élections du 2 novembre en se donnant un nouveau maire en la personne de Patrick Hardy, candidat indépendant qui a récolté 53,1 % des voix exprimées par les électeurs. C'est un plaisir de l'accueillir. Monsieur Hardy, bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir. Ben, ça nous fait plaisir. La population a aussi manifesté une certaine prudence. Quand on regarde la composition du nouveau conseil, on relève un partage des sièges. Il y a 3 membres de l'ancienne équipe et 3 indépendants qui se présentaient pour la première fois. Quelle est la lecture que vous faites de ce résultat? En fait, j'en fais une bonne lecture. Ce que j'ai toujours prôné pendant la campagne électorale, c'est qu'on favorise un dialogue démocratique au sein du Conseil et la composition éclectique du Conseil va nous forcer à avoir un beau dialogue démocratique. Les villes ont autant besoin de stabilité politique que de stabilité administrative. Vous l'avez déploré durant votre campagne. L'indice du bonheur à l'hôtel de ville n'était pas très élevé ces dernières années. Quel est l'état du patient en ce moment? Est-ce que vous avez commencé à administrer un remède? C'est sûr que j'ai prôné pour un atterrissage en douceur. Prendre mon temps pour mon arrivée, faire une bonne lecture de la situation, la capacité des équipes d'encaisser des nouveaux projets ou de redresser ce qui est déjà en place quand c'est nécessaire, c'est important. Je dois le faire avec respect et apprendre à connaître les individus également et les chefs d'équipe qui gèrent les équipes. Actuellement, je sens que l'équipe a été fragilisée par les derniers mois, les dernières années et je m'en fais un devoir de rétablir le tout. Comment je vais le faire? On va commencer par un diagnostic organisationnel. Et on va prendre les bonnes actions selon les recommandations des professionnels en ressources humaines. Donc, on va prendre le temps. Vous aurez, Monsieur le maire, à composer avec le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire d'Oka. Là, on parle de la réfection du réseau d'aqueduc. Ça coûte très cher. Est-ce qu'il y a moyen de réparer, Monsieur le maire, tout ce qui est brisé sans que la ville ait l'air d'un chantier perpétuel, tout en donnant les services qu'il faut donner à une population, en offrant des activités, en s'assurant que la qualité de vie est maintenue? On n'aura pas le choix de le faire. Et je vais faire l'analogie que si le toit coule dans notre maison, on n'a pas le choix de le faire. Mais on va vouloir faire une réfection de toiture en s'assurant que la salle de bain fonctionne toujours et qu'on ait accès à la cuisine. C'est ce qu'on va faire. Je reviens à l'indice de bonheur et la performance des employés. C'est au cœur de ces projets-là. On veut que les gens arrivent au travail, qui sont heureux, qui veulent être performants et qu'on livre des services aux citoyens. Et c'est déjà des messages que je sens ont déjà été reçus par les employés. On va vouloir s'assurer que l'expérience citoyenne soit optimale à chaque occasion qu'on a de parler ou d'interagir avec un citoyen. On va faire la même chose dans les grands projets d'infrastructure. Vous êtes venu dans ce studio avant les élections et à une question de ma collègue Clara Maté-Jonet qui concernait le développement de la culture à Oka, vous avez répondu que vous mettiez les sports et la culture sur un même pied, que l'un et l'autre avaient la même importance. Et vous avez mentionné votre désir de créer un événement de type triathlon international. Je vais vous taquiner un peu. Je vous rappelle que la question portait sur la culture. Alors, je vous la repose. Quel genre de projet culturel pourrait générer pour vous le même enthousiasme, le même engagement, la même dépense d'énergie qu'un triathlon? Vous posez une bonne question, puis on a déjà des choses qui se trament. Mais je ne peux pas brûler le punch si vous me permettez l'anglicisme, OK? Par contre,
des initiatives à plus petite échelle déjà qui ont été faites, qui vont être annoncées au prochain conseil municipal. Il y avait une bourse qui était une bourse sport élite. OK? J'ai voulu changer cette bourse-là. Et ce que j'ai proposé aux conseillers, c'est le suivant. Au lieu que ce soit une bourse uniquement sport, on va faire une bourse sport et art. Non seulement on va y aller pour la performance, mais on va y aller pour la passion aussi, et je m'explique. Je pense que c'est bien dans notre société de récompenser les performances. Mais on récompense rarement ou peu souvent l'effort. Le jeune ou la jeune danseuse, violoniste, joueur de soccer, qui s'investit, qui est impliqué, qui participe à chacune des pratiques, chacune des répétitions et qui y met son cœur, cette personne-là mérite d'être reconnue autant que l'athlète qui va avoir juste des performances gagnantes. Fait que déjà, on commence à petite échelle de vouloir reconnaître les deux. C'est quelque chose qui va se sentir aussi dans le budget qu'on va dévoiler le 31 janvier, où ce qu'on va voir que les arts vont être aussi importants que les sports. Ouais. Je reviens au triathlon, parce que votre question est bonne, puis il y avait un petit piège là-dedans, puis c'est correct. Les sports dans une communauté aussi ont un aspect un petit peu artistique ou ce que c'est culturel. Il y a quelque chose de culturel là-dedans où ça devient rassembleur. Mais je suis d'avis que ça ne peut pas être uniquement à propos des sports. Et on va laisser une grande place pour les arts aussi. Vous avez aussi parlé de la pression de densification sur les villes qui sont situées à l'extérieur de la couronne de la CMM. Ouais. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez préserver le caractère villageois d'Oka. Vous avez dit que c'est possible de faire de la densification douce et responsable en moins de 30 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De ne pas perdre le caractère villageois d'Oka. Ça va être important. On a une histoire, on est le berceau de l'agriculture du Québec, on est la naissance de la poule Chanticleer et j'en passe. On va vouloir consulter la population et garder ce cachet unique qu'on a. Je ne veux absolument pas qu'on devienne un banlieue anonyme de Montréal. Quand on arrive à Oka et on commence à voir les vergers, on sent qu'on est ailleurs. Et c'est ça que je vais vouloir préserver. Patrick Hardy, vous êtes le nouveau maire d'Oka. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci. Alors que la neige est déjà présente dans plusieurs régions du Québec, les équipes du ministère des Transports et de la Mobilité durable sont mobilisées pour assurer des déplacements sécuritaires et efficaces sur l'ensemble du réseau routier. Le ministère demande aux usagers d'adapter leur vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières, de garder une distance sécuritaire entre les véhicules, d'être visible en utilisant correctement le système d'éclairage du véhicule et de rester prudent et patient autour des véhicules de déneigement. La Société Alzheimer Laurentide invite la population à l'événement Pour se souvenir, qui se tiendra au Théâtre Le Patriote le jeudi 29 janvier, dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Cette soirée, qui se veut une collecte de fonds organisée par Éric Bruno, co-porte-parole de la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer, regroupera plusieurs artistes sur scène comme Émile Proulx-Cloutier, Kim Lévesque-Lisotte et Mani Soleiman-Lou. Les billets sont en vente en ligne au coût de 75 $. La comédie musicale La Veillée d'antan sera de retour à l'Hurlu cette année. Et pour en parler, j'accueille la créatrice de ce spectacle, Dorana Aguirre-Bissonnette. Bonsoir, Dorana. Bonsoir, Claude, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, alors, on va commencer par le commencement, Dorana. Qu'est-ce que c'est que La Veillée d'antan? La Veillée d'antan, c'est quoi? C'est une comédie musicale du temps des fêtes qui met de l'avant deux familles. C'est-à-dire, c'est Germania Richer, une jeune fille métissée, mi-cubaine, québécoise, qui est jouée par moi. Et puis, elle a deux parents assez spéciaux, Pierrette et Martin. Les deux sont très opposés l'un l'autre. Pierrette est vraiment plus côté traditionnel et Martin vraiment plus côté moderne. Puis, à travers tout ça, ben, ils sont divorcés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont pas mal opposés l'un l'autre. Ils se sont mariés chacun avec deux familles qui leur correspondent plus. Comme là, dans ce contexte-là, on peut comprendre que Pierrette s'est remariée avec des gens plus conservateurs un petit peu. Puis, Martin s'est remarié avec des gens plus modernes, comme Jim, avec un homme plus moderne, dans le fond. Dans l'histoire. Puis, dans le fond, le show se passe le 31 décembre. C'est Germania Richer, elle a décidé d'inviter toute la famille de son père à venir réveillonner chez la famille de sa mère, mais en surprise. Les deux le savent pas. Puis les deux se détestent. Fait que là, il va y avoir des gros clashs
générationnel, mais pourtant ça se passe dans une seule époque. Fait que c'est ça qui est super intéressant. On voit comme plein de comparaisons. Puis à travers tout ça, on suit les étapes du temps des fêtes. Donc par exemple, quand on rentre pour le jour de l'an, on se donne la bise, puis là tout le monde le vit à 2 époques séparées. T'sais. Fait que c'est un comme mélange de 2 époques, mais on suit toutes les étapes. Le souper, après on ouvre des petits cadeaux, après un petit rigodon. T'sais. La tradition du temps des fêtes, vous tenez le rôle principal dans ce spectacle-là, mais c'est pas le seul chapeau que vous portez. Exactement. je me suis donné un gros défi, mais je suis vraiment fière de ça. Dans le fond, je suis metteur en scène, chorégraphe. Comme c'est une comédie musicale, beaucoup de chorégraphie, surtout de claquettes. Je voulais mettre de l'avant de la gigue, de la claquette, tout ce qu'on a. Tranquillement, ça commence à s'effriter à travers les années. Et puis, je suis aussi coordonnatrice artistique. Je communique avec un peu tout le monde, puis je suis aussi une part de production, dans le fond. La tâche est énorme. C'est ça. Puis j'ai fait de la conception de décors, costumes, maquillage. Fait que j'ai bien de la job, dans le fond. C'est ça que ça veut dire. Mais sur scène, vous êtes pas toute seule. En effet, je suis pas toute seule. J'ai 10 comédiens, j'ai 6 danseuses, ainsi que 3 musiciens formidables. Puis ça, c'est sans compter toute l'équipe de son technique qui m'aide à travers ça. Bon, le spectacle a été présenté l'année dernière, repris cette année, donc j'imagine qu'il y a un succès derrière ça. Oui, tu l'auras deviné. En effet, on a fait 5 représentations l'année passée. Ces 5 représentations-là, pleines à craquer, j'ai dit, bon, on va ouvrir une supplémentaire. Puis la supplémentaire, en une journée, ça s'est rempli. En moins de 24 heures, il y a même des gens qui ont payé pour rester debout. Fait que si c'est pas un signe que ça a marché, je pense que c'est ça. On a décidé de le reprendre cette année avec 8 représentations puis une en supplémentaire. Est-ce que c'est tout à fait le même spectacle à l'identique ou s'il y a des changements, des modifications? Il y a des petits changements. Ouais. Je me suis dit, on va pimper le tout. J'ai rajouté 2 chorégraphies de claquettes puis j'ai acheté la première composition originale de la comédie musicale. Composée par vous-même? Non, avec une amie qui étudie dans le même programme que moi, dans le fond. D'accord. C'est quoi l'objectif de ce projet-là? Quel serait votre plus grand rêve avec ce spectacle? Ah, ben là, tu me poses une question que pas beaucoup de monde me croit quand je le dis, mais moi, je rêve qu'ils partent en tournée, là. C'est que ça devienne le prochain, c'est intense, là, mais le prochain Starmania du Québec. Là. Ben, pourquoi pas? Mais je veux vraiment qu'il se fasse connaître. Je trouve que l'histoire, elle vient rejoindre toutes les générations, puis vraiment les jeunes comme les vieux, peu importe, là. Fait que c'est très actuel, c'est très actuel et l'absurdité que je mets dans le spectacle vient rejoindre la réalité dans laquelle on vit. Et par exemple, je mets de l'accent sur les jeunes sont tout le temps sur leur écran. Puis il y a un petit garçon là-dedans qui a tout le temps son écran. Puis là, ça permet au public de faire comme ça commence à. Donc c'est collé sur une réalité que tout le monde. Tout le monde peut faire comme ce show-là, il est pas fou. Ça me rappelle qu'il faudrait que je fasse attention. Ah, voilà. Bon, ça se passe à l'Hurlu. Ça, c'est la petite salle de spectacle qui est sur la rue Saint-Charles. Ça s'appelle La Veillée d'antan. 21, 27, 28 décembre, il y a 2 représentations par jour. Les gens n'ont qu'à aller sur le site web de l'Hurlu pour acheter leurs billets. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes et un bon succès. J'espère que tu vas venir voir le show. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. À quelques jours de sa 42e édition, l'Opération Nez Rouge poursuit sa campagne de recrutement des bénévoles qui seront impliqués dans ce service particulier de raccompagnement offert du 28 novembre au 31 décembre dans 40 municipalités du Québec. J'en discute avec Stéphanie Corneau, coordonnatrice de l'Opération Nez Rouge dans la région Laval, Basse-Laurentide, ainsi que Mascouche et Lanaudière-Sud. Madame Corneau, bonsoir. Bonsoir. Des bénévoles, il y en a autour de 30 000 chaque année partout au Canada. Qu'est-ce que ça donne dans cette grande région-là, ici? Là? Dans notre région, si, mettons, je calcule l'an passé, c'est plus de 800 bénévoles qui ont participé à l'Opération Nez Rouge. Puis avec ce qui vient de s'ajouter, Mascouche, Lanaudière-Sud? Mascouche, Lanaudière-Sud, c'est pas mal aux alentours des 1000 bénévoles là, qui viennent participer à l'Opération Nez Rouge. Bon, je pense pas qu'on ait besoin d'expliquer là, en quoi consiste le service offert par l'Opération Nez Rouge. Dites-nous, quelles sont les différentes tâches là, qui attendent les bénévoles?
Ben, les bénévoles viennent à la centrale, on forme leur équipe et dans le fond, ils partent dans un des véhicules d'un bénévole et ils s'en vont à un raccompagnement. Ils s'en vont là, ils se présentent au client, ramassent le client avec son véhicule, l'autre bénévole les suit jusqu'à la résidence du client et ensuite on continue comme ça d'un raccompagnement à l'autre, là, toute une soirée de temps. Et chaque membre de l'équipe a un rôle précis, là. Oui, le chauffeur qui est évidemment le chauffeur qui est 100% concentré sur la route et la sécurité routière. Il a son partenaire qui, lui, s'occupe de tout ce qui est la paperasse qu'on appelle l'application mobile maintenant. Là, c'est tout via l'application. Donc, c'est lui qui va gérer l'application mobile et souvent divertir le client. Oui. Le client en arrière, il est très, très bavard. Il peut être donc, divertissant. Il peut être très divertissant lui aussi. Donc, il s'occupe un peu de tout ça puis garder le contrôle dans le véhicule. Bon, on peut offrir son temps pour une soirée, plusieurs soirées. On peut le faire individuellement, mais vous encouragez aussi les gens à en faire une activité de groupe. C'est intéressant, ça. Oui, le team building qui s'en vient très, très populaire. Là. Donc, les groupes, les entreprises viennent faire une soirée team building avec nous. Ils peuvent être une douzaine, des fois, d'employés, viennent à la centrale, forment leurs équipes et partent sur la route, là, tout le monde ensemble. Oui. Est-ce que plus on approche de Noël et du jour de l'an, est-ce que les besoins augmentent en termes de raccompagnement? Oui, nos grosses fins de semaine, souvent, là, c'est la fin de semaine du 10-11 décembre, là, tout dépendant quand ça tombe sur un vendredi. Ces fins de semaine-là, on peut se rendre jusqu'à une 50aine d'équipes de bénévoles là, qui partent sur la route. Là. Les parties de bureau, souvent, c'est début mi-décembre. Là. Ouais. Donc, c'est très, très occupé. Là. Ouais. Est-ce que c'est plus difficile à gérer? Est-ce que vous avez toujours assez de bénévoles sur le terrain? Ça va super bien. L'application mobile a changé notre façon de procéder. Ça a accéléré aussi la gestion des appels. Les bénévoles reçoivent ça directement sur leur téléphone, un peu comme un Uber. On a le même principe. Là. Donc, ils reçoivent ça directement sur leur téléphone, appel après appel, et ils font ça très rapidement. Là. J'apprends des choses, moi, à chaque année sur l'opération Enfants Nez Rouge, l'opération Nez Rouge, notamment le fait que c'est pas seulement les gens qui ont bu de l'alcool ou consommé des drogues qui peuvent faire appel à l'opération Nez Rouge. Dans quelles autres circonstances est-ce qu'on peut le faire? Bien, l'opération Nez Rouge va beaucoup pour les facultés affaiblies. Une faculté affaiblie, ça peut être autant l'alcool, évidemment. Maintenant, on a les drogues, la marijuana qui est maintenant légale. Ça peut être une faculté affaiblie et beaucoup la fatigue au volant. Ouais. On n'en parle pas assez, mais la fatigue au volant après une grosse soirée, tu as travaillé, ça fait partie de l'implication de tes capacités affaiblies. Prise de médicaments aussi. Prise de médicaments également aussi. Et aussi, ce que je disais qui m'a un peu étonné, oui et non, là, mais il y a des gens qui ont peur de conduire dans certaines conditions hivernales. Vous offrez de les raccompagner aussi? Oui, bien, tout ce qui peut être relié à la sécurité routière. S'il y a quelqu'un qui a une grosse tempête de neige ou quoi que ce soit puis qui se sent pas apte à faire son accompagnement, on est là pour ça aussi, on va le faire. Ah, très intéressant. Chaque édition, évidemment, a son thème et son porte-parole. Je vous laisse nous les présenter. Oui, cette année, on a la chance d'avoir la bottine souriante comme d'habitude, c'est un porte-parole. Maintenant, on en a 10. Ils sont toute une gang. Là. Dans le fond, eux autres, ils fêtaient leurs 50 ans. La bottine souriante, ils nous ont approchés pour être porte-parole. Donc, c'est eux, cette année, qui s'occupent de nous. La publicité et tout, là, c'est eux qui l'ont 50 ans. Ils sont plus vieux que l'opération elle-même. Un petit peu plus, oui. Le thème, c'est un retour bien accordé. Ça va très bien. Un retour bien accordé. Avec la bottine souriante. Mais écoutez, en terminant, je rappelle que l'opération Nez Rouge sert en même temps à collecter des fonds pour la jeunesse. Il y a 6 millions de dollars qui ont été distribués depuis 1984. Donc, j'invite les gens à visiter votre site web pour s'inscrire à titre de bénévole et à tous les festoyeurs et festoyeuses à utiliser ce service essentiel que j'oserais qualifier même de solution intelligente. Stéphanie Corneau, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. La Maison des Jeunes des Basses-Laurentides a lancé la fin de semaine dernière 2 chansons qui ont été composées dans le cadre d'un projet sur la santé mentale. Oui, Claude, j'étais sur place pour l'événement. Je vous laisse écouter ça dans notre reportage de ce soir. Le projet de Ta Safe Place a commencé lorsque Kelly et Audrey avaient composé une pièce musicale assez de base pour remercier les intervenants. Puis il y avait un long texte, puis c'était leur manière de leur dire qu'ils appréciaient la Maison des Jeunes. Puis nous autres, on a eu une idée de dire, on pourrait faire de quoi avec ça? Fait que au début, c'était juste de l'enregistrer ici pour voir là, que ça donne. Puis finalement, il y a David Laflèche qui est venu
nous rencontrer puis était intéressé de travailler avec nous autres sur un projet. On s'est dit OK, fait qu'on a demandé des subventions au gouvernement du Québec et ça a été accepté puis tous les partenaires se sont dit hey, c'est une bonne idée. Fait qu'on s'est dit on va le faire puis on est arrivé avec les jeunes pour cette idée-là. Une pièce était passée. Fait qu'on s'est dit, on va en faire une deuxième. C'est vraiment une de mes connaissances qui m'a amenée ici. Puis c'est grâce à elle que j'ai découvert que c'était vraiment un beau milieu, puis qu'il accueillait tout le monde, puis je me sentais vraiment bien la première fois que je suis venue. Fait que ça m'a comme incité à revenir. Puis là, quand j'ai découvert qu'il y avait un band, j'ai capoté parce que moi, j'aime trop chanter depuis que je suis vraiment jeune. Fait que c'est ça, je voyais ça comme une opportunité pour comme m'améliorer en tant que chanteuse. J'ai eu un drum, j'ai appris à en jouer, puis là, un moment donné, j'ai appris que j'avais l'âge pour venir prendre des cours à la Maison des Jeunes. Fait que je suis venu, puis après un certain nombre de temps de cours, ils m'ont accepté dans le band, vu que ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas de drummer. Les lundis soirs, on a les cours. Donc, les jeunes qui veulent apprendre d'un instrument, apprendre à chanter, ils commencent. Et après ça, les mardis soirs, il y a le band. Il y a certains jeunes qui arrivent puis sont déjà dans leur cheminement, leur développement au niveau d'être dans le band. Donc, il n'y a pas cette étape-là de passer par les cours. Comme il y a des jeunes qui passent au travers des cours, puis après ça, lorsque justement leur skills, on peut dire, leur aptitude est assez significative pour faire partie du band, bien là, il y a comme ce switch-là. Donc, ça a été le cas d'Alexis, par exemple, au drum, qui a commencé en cours de drum, puis qui a appris à jouer du drum avec nous. Et ensuite, là, il s'est inclus au band. Et une fois que là, on avait une chanson qui commence de A à Z, on a fait justement une maquette plus officielle, nous-mêmes en fait. Puis par la suite, David Laflèche, justement, c'est à ce moment-là qui est embarqué dans le processus pour nous coacher, pour en fait aller au studio Treehouse Music Collective, enregistrer les chansons officiellement avec les jeunes. Fait que ça, c'était comme l'autre étape. Donc, d'aller en studio, on a eu 2 journées de studio, une avec les musiciens, une avec les chanteuses. Pendant que le peaufinement technique, on peut dire, de la chanson se faisait, bien, nous, on a enregistré le côté plus visuel, promotion, fait que photoshoot, des prises vidéo pour faire justement la vidéo de ta Safe Place. Donc, voilà, et ce qui nous amène à aujourd'hui le lancement. Donc, c'est un processus qui s'est échelonné sur plusieurs mois, voire quasiment un an. Quand même. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé le studio parce que c'était comme un événement quasiment unique. Tu sais, c'est rare que le monde de mon âge puisse aller en studio pour enregistrer des musiques. Puis c'est pas mal la première fois que j'avais joué sur un vrai drum parce que je jouais juste sur un drum électrique. C'est ce que je veux faire dans la vie. Fait avoir une possibilité d'être dans un studio professionnel avec David Laflèche, c'était vraiment cool pour moi. Là. Puis ça a donné beaucoup d'opportunités, puis d'être plus créatif, puis d'être bien avec moi-même aussi. Ça les a aidés à écouter, à s'exprimer, à leur estime de soi, à accomplir quelque chose. Puis quelque chose qui est accompli, mais quelque chose qui va rester aussi. Ils vont être fiers de ça. Puis ça, c'était quelque chose qui faisait partie de notre réflexion. On ne veut pas seulement qu'ils fassent quelque chose, mais on veut quelque chose qui vont être fiers. Qui leur appartient. Fait que moi qui est musicien, qui est compositeur aussi, il a fallu que je me retire, puis c'est ça, c'était à eux autres. Tu sais, c'est leur bout. Moi, je suis fier d'eux autres et ils sont fiers d'eux autres aussi. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est avoir pu mettre ma créativité à l'œuvre concrètement, parce que souvent, on jouait des chansons souvent reprises, et là, vu qu'on pouvait vraiment créer quelque chose qui était du fond de notre tête, puis assembler ça ensemble, en tant qu'une équipe, je trouvais ça vraiment... C'était amusant, c'était gratifiant, c'était vraiment cool. Ça m'a permis à parler avec les gens, à resociabiliser, à pas rester enfermé. Fait que ça a fait du bien quand même de passer ce message-là, de dire au monde qu'ils sont pas tout seuls, puis que ici, la Maison des Jeunes est une bonne place pour s'aider aussi. De se retrouver en contexte de band, de groupe comme ça, d'avoir un projet à faire ensemble, ça brise l'isolement, ça fait que justement ils font des rencontres significatives dans leur vie, puis il y en a beaucoup là-dedans qu'ils se voient à l'extérieur de la Maison des Jeunes, puis ça a commencé ici, tu sais. Fait qu'il y a définitivement ce côté-là qui est tellement important justement pour la santé mentale, donc c'est merveilleux, vraiment, là. Et voilà, les 2 compositions des jeunes, Ta Safe Place et Toujours un soleil sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Goûter local suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de notre programmation sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.